Probablement ça marche. Bonsoir à tous, Ça marche. bonjour à tous. Ici Pierre Los Angeles, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Jean Robin. Bonjour Jean. Salut Pierrot, ça fait longtemps. Et oui, et probablement aujourd'hui nous avons presque la même température d'un côté comme de l'autre du monde. Ici nous étions à 30 aujourd'hui, ce qui est une température normale pour l'été en Suisse, en août, Ouais, c'est plutôt frais ici en Polynésie, il fait que 28. Donc, tu vois. C'est ça le réchauffement climatique. Nous, on a eu de la pluie jusqu'à mi-juillet. Alors, je souhaitais, en fait, on va parler du Venezuela. Il y a eu des élections extrêmement tumultueuses dans ce pays que je ne connais pas. Et parce que je ne le connais pas, et en fait, j'ai jamais mis les pieds en Amérique du Sud de ma vie, euh, je voulais parler à quelqu'un qui peut-être s'y connaît un peu mieux et certainement qui est un grand connaisseur, un fin connaisseur du régime socialisto-communiste qu'il y a là-bas. Mais avant de parler moi, du Venezuela, j'ai jamais mis les pieds là-bas non plus, hein, je te rassure. oui, mais tu lis plus sur le Venezuela que moi. Moi, Sûr. j'ai quelques notions sur l'industrie du pétrole du Venezuela en revanche, mais on pourra peut-être en parler. Mais ce sont des notions de lecture, j'ai pas mis les pieds non plus. En revanche, tu as des nouveautés. On va commencer peut-être par ça, et puis on va commenter un petit peu quelques faits d'actualité avant. Quelles, quelles sont tes actualités en ce moment, Jean? Alors, j'ai sorti deux livres coup sur coup, puisque ça faisait un an que j'y travaillais. Tu sais, j'aime bien travailler sur plusieurs livres à la fois. Et donc, j'ai sorti d'abord la véritable affaire Matzneff, dans lequel Ah je oui. révèle ouais, un gros morceau parce que c'est en fait, je fais le boulot que les journalistes du système ne font pas parce qu'ils sont mouillés avec tout un tas de choses. Donc, le deuxième livre, on en parlera, c'est La face cachée de Mediapart. Donc, je suis le premier journaliste à avoir fait un livre d'enquête sur Mediapart depuis 16 ans qu'ils existent. C'est quand même hallucinant. Mais là, pour le premier, donc j'ai fait une enquête. J'ai lu tout simplement les journaux intimes de Matzneff. Tu sais qu'il avait publié ça aux plus grandes maisons d'édition, notamment Gallimard. Et puis, avec l'affaire Matzneff, qu'on a appelée comme ça en 2020, qui était une fausse affaire en fait, et, tout est sorti et ils ont retiré tous les journaux intimes de Matzneff où il y avait tous les noms, ou en tout cas pas mal de noms, des gens mouillés avec lui. Et donc moi, je suis allé me les procurer par diverses manières que je ne révélerai pas ici, mais ils sont légaux. Enfin, je veux dire, ils ont été diffusés, tu vois, dans les plus grandes maisons d'édition. Et là, ils sont retirés parce qu'il y a tous ces noms-là qui dérangent. Maintenant que on a compris, ça y est, la pédocriminalité, c'est pas bien en fait. Enfin, c'est quand même hallucinant cette histoire. Et en Ouais. 2020, il y a eu soi-disant une affaire Matzneff, tu sais, avec le livre de Springora. Mais en fait, c'était fait par Grasset, donc la maison d'édition de BHL et de Yann Moix notamment, qui sont des gens très proches de Matzneff. J'allais BHL dire gage soutient de toujours. qualité. Ouais, voilà. Mais BHL soutient toujours Matzneff à ce jour, si tu veux. Donc il y a des gens comme ça, Colosimo aussi, qu'on voit souvent sur l'Ukraine. Tu sais, Jean-François Colosimo, c'est un des tout proches de Matzneff. Bref, et donc moi je me suis dit, tiens, c'est bizarre que tous ces noms-là, parce que je révèle plein de noms évidemment sourcés à chaque fois avec les références, hein. C'est pour ça que ça m'a pris un an, c'est que je me suis tapé toutes ces horreurs-là, parce que je remonte jusque dans les années 70 où il cachait vraiment rien de sa Ah oui. pédocriminalité, avec les enfants à Manille et tout ça. Donc il y a un langage très cru, j'ai dû me taper tout ça, donc les lecteurs au moins n'auront pas ça à se taper, et ils découvriront comme ça des noms, je sais pas, comme par exemple François d'Orcival, tu vois, de Valeurs Actuelles. Des noms qui sont jamais sortis dans la presse associés à Matzneff. Bizarrement, parce que ce sont des noms de gens puissants, toujours en place souvent. Donc Xavier Darcos ou plein d'autres. Et si tu veux, et BHL, on n'a pas assez rappelé que des gars comme ça soutenaient ou Finkielkraut. Ce qui est quand même assez hallucinant, c'est que Finkielkraut fait partie des 5 noms avec BHL cités par Matzneff dans son dernier livre, La Vanessa Virus, où il dit ce sont les gens qui m'ont le plus soutenu. Et donc, on demande son avis à Finkielkraut là sur les JO. C'est pas du tout important qu'il ait soutenu un pédocriminel comme Matzneff jusqu'au bout et il s'en est jamais excusé, quoi. C'est hallucinant. Donc voilà l'état des médias et de l'oligarchie française. On baigne dans cette pédocriminalité jusqu'au cou sans que ça dérange personne. Et je suis, moi, à 17 000 kilomètres et je fais une enquête sur tous ces gens-là parce qu'ils sont incapables de faire l'enquête eux-mêmes. D'ailleurs, c'est presque le New York Times qui avait fait sortir l'affaire Matzneff en France et pas les C'est Français vrai. qui en sont incapables. Voilà. Tu vas avoir un contrôle fiscal avec tout ça, attention. Alors, je suis plus en France fiscale. Moi, je suis France au niveau. Oui, je me suis fait traîner en justice par la justice française, mais ici, c'est un autre régime fiscal. On n'a pas l'URSSAF ici, donc ça Non, ce va. que je veux dire, c'est que, ce que je veux dire, c'est que malheureusement, alors je n'ai pas lu ce livre encore, je n'ai pas eu le plaisir de le lire, euh, mais clairement, il y a une élite, on en parlera aussi par rapport aux JO,
qui se tient, qui se croit très maligne, et qui se tient et qui, bon, quand on commet des actes criminels, alors je ne connais pas le fond de l'histoire, hein, bien sûr, mais quand on commet des cas criminels, même dans ces cas-là, elle se tient et elle se protège, ce qui est gravissime. Oui. Alors, je précise aussi, comme je le dis dans l'introduction, que tous les gens qui sont nommés dans ce livre ne sont pas forcément des pédocriminels, tu vois. Je les accuse pas de ça. C'est simplement qu'on les trouve dans les journaux de Masnev, c'est-à-dire qu'ils étaient très proches, ou alors ils en ont fait la promotion dans oui, dans la presse, etc. Donc ça, c'est quand même grave, et c'est bien de les nommer quand même au minimum, parce qu'il n'y a pas eu de justice, hein. L'affaire Matzneff n'a abouti à aucun procès. Même Matzneff lui-même, il est toujours libre. Enfin, c'est hallucinant. Le gars, il a 87, 88 ans. Personne. Et là, Libération, il y a quelques semaines, ils ont fait tout un dossier sur Matzneff, mais aussi Revel, dont on Mhm. découvre que c'était un pédocriminel aussi. Mais ils accusent des vieux ou des morts. Mais les vivants qui Non, sont non, toujours au pouvoir et tout ça, et on passe à c'est côté, quoi. intéressant. Mais il y a toute une coterie comme ça. Moi, je ne connais pas bien, enfin, et heureusement, ce monde-là. Et, enfin, y compris dans les enquêtes contre, je sais que j'ai discuté récemment avec Carl Zero, qui fait un travail qui m'a impressionné sur ce sujet, notamment en étant allé récemment interviewer à Dutroux, en Belgique. Mais semblerait-il, de ce qu'on entend et de ce que tu dévoiles dans ces livres, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui va très loin, qui touche beaucoup de gens, qui se protègent les uns les autres. On a vu que, on a vu, alors je dis pas que, on parle pas peut-être, probablement pas de pédocriminalité dans ce cas-là, mais ce comique français Pierre Palmade, libre comme l'air très vite. Enfin, il y a vraiment une justice à deux vitesses en plus qui laisse présupposer qu'il y a des liens et des accointances dans ce milieu et qui s'entraident de manière sur le dos des gens, surtout, sur le dos des petites gens et des victimes. Et des victimes, qu'elles soient naïves lorsqu'elles sont adolescentes ou adolescents, ou quand c'est carrément des enfants, Hmm. évidemment des victimes criminelles. Enfin, c'est extrêmement grave. C'est Euh, clair, et c'est transcourant, c'est-à-dire que c'est pas la ouais. gauche, la droite, l'extrême gauche ou l'extrême droite. Matzneff était ami avec absolument tout le monde, c'est quand même hallucinant. Alors, tu parles de Carl Zero, moi je lance un appel, hein, s'il veut m'interviewer, ça apportera un peu de lumière sur ces noms-là, mais bon, je l'ai contacté, Carl Zero, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, donc peut-être il n'a pas reçu Il est mes mails, difficile mais là, à, ça serait intéressant. il est lent, c'est quelqu'un de super, hein, mais je crois qu'il est un peu lent à la réponse sur les Bon, ben WhatsApp. voilà, J'enverrai son numéro si tu veux. ça marche. Il ne me répond pas tout le temps non plus. En tout cas c'est un livre qui a l'air fascinant. Et puis, parce que c'est un peu lié ce monde-là, parle-nous un petit peu de Mediapart. Bah, c'est carrément lié puisque j'ai un chapitre qui parle justement de la manière dont Edoui Plenel et ses copains ont protégé Matzneff pendant des décennies. C'est-à-dire que lui, il était directeur du Monde, tu sais, avant de devenir directeur de Mediapart. Et quand il a pris la direction du Monde, il n'a pas du tout viré ceux qui ont fait l'apologie de Matzneff au Monde. Tu sais qu'il y avait la pédophilie, non m'échappe, la pétition pour la pédophilie en 77 au Monde. Oui, 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 elle est Euh, connue. et depuis, le Monde n'a eu de cesse de faire l'apologie de la pédophilie. Et donc, c'était au Monde du livre notamment. C'est le Monde des livres qui était dirigé par Josiane Savigno. Et Edoui Plenel, quand il a pris la direction du Monde en 96, il a gardé Josiane Savigno, quoi. Et même quand il a pris ensuite la direction de Mediapart, il était proche de Savigno. Il a même fait l'apologie de livres de Matzneff, lui, enfin sa rédaction, quoi, jusqu'à ce que, en 2020, sorte l'affaire Matzneff. Et alors là, Mediapart était les premiers pour dénoncer Matzneff, tu sais, cette hypocrisie, pareil. Donc là, je démonte effectivement dans ce livre La face cachée de Matzneff, toutes les hypocrisies de Mediapart et de l'ultra-gauche, parce qu'on aime bien parler d'ultra-droite, mais jamais d'ultra-gauche. C'est marrant, parce que là, on a quand même quelqu'un, tu vois, on est en JO. En 72, Plenel, il disait qu'il fallait il fallait soutenir l'action des Palestiniens qui avaient tué les athlètes israéliens, sinon on n'était pas un vrai révolutionnaire. C'est le même Edoui Plenel, et il s'est jamais excusé pour ça, il l'avait fait sous pseudo, hein, dans Rouge, dans lequel il écrivait, c'était le truc de la LCR. Et en fait, on voit que sa ligne n'a pas vraiment changé, puisque le 7 octobre 2023 et le 8, je montre par des articles qui ne sont pas évidemment accessibles librement, hein, il faut payer, mais tu vois une apologie quasiment de l'action du Hamas les 7 et 8 octobre. Ouais, Et après, ils se reprennent, tu vois, les 9 et 10, mais le jour même, quand on est dans l'émotion, oui, c'était du Rima Hassan dans le texte, quoi. Et ça, ouais. donc, c'est le Edoui Plenel qu'on a toujours connu. Et il était encore à la direction de Mediapart à ce moment-là. Là, il a lâché la direction, donc,
en mars 2024, mais il a nommé 4 nanas qui sont un peu ses clones, et chacune représente un peu un côté de sa personnalité, si tu veux. Donc, mais 4 nanas, donc vous voyez, tous blanches par contre. Alors ça, il n'y a pas trop de Oui, diversité la raciale. gauche est très diverse dans les médias, oui. Voilà, c'est pas de diversité idéologique, pas de diversité raciale, mais ils font la leçon tout le temps aux autres. Bon, ça c'est classique. Donc je regarde dans un différent nombre de chapitres, parce que j'ai analysé beaucoup de thématiques, y compris donc Venezuela, Argentine, parce qu'on en parlera. Il y a Oui. une opposition radicale entre Milei et Maduro au niveau idéologique, et là ça se voit. Le Venezuela, bah, ça marche pas. L'Argentine, bah, ça marche de mieux en mieux. Comment ça se fait? Bah, d'un côté, le communisme qui marche pas, et puis c'est vraiment un scoop, hein. Et Ah, puis mais c'est de parce l'autre, il n'y a pas eu assez, c'est pour ça. Il n'y a pas ah ouais, assez c'est ça. En d'enseignement. fait, mais justement, la Maduro va en faire plus parce qu'il va mettre des camps, tu vois. Donc c'est vrai que J'ai ça vu, manquait. Donc j'ai c'est vu, l'étape j'ai vu. d'après. Enfin, pour finir C'était sur un la peu face moins cachée de mafieux. Mediapart, c'est le seul livre, t'imagines que c'est le seul livre, voilà, quelqu'un qui vient de se casser la gueule, Ah, c'est le seul livre d'enquête sur Mediapart parce que personne n'a osé parler de leur... par exemple, ils ont fraudé le fisc, hein, Mediapart, c'est quand même pas rien. Ils ont comme ça, je sais pas si tu le savais, parce que c'est passé un peu en douce, ils ont essayé de négocier en plus avec Hollande, leur grand copain, parce qu'ils sont très anti-pouvoir, hein. Ils sont copains de tous les présidents de la République, comme par hasard. Et donc, ils ont fraudé des millions au fisc qu'ils ont dû payer, mais bien après. Donc, ça leur a gagné du temps. Quand ils avaient besoin de trésorerie, tu sais, au tout début, là, quand on est tout faible, comme moi, j'ai eu un média aussi en même temps qu'eux. Et moi, j'ai payé ma TVA comme un con, tu vois. Moi, je payais ma TVA rubis sur l'ongle. Et j'ai dû fermer 6 ans après parce que j'aurais dû frauder le fisc aussi. Mais c'est vrai que j'ai pas les mêmes connexions que Mediapart avec le hmm. pouvoir. Donc, ça serait peut-être pas passé aussi facilement. À quoi c'est dû cette connivence, cette entraide, ce copinage fondamentalement? Donc j'ai reçu ton livre sur Mediapart, je vais le lire. Je l'ai feuilleté, mais je ne l'ai pas lu. À quoi c'est dû cette connivence? À quoi ça tient? Bon, ça, c'est la gauche, hein. La gauche tient la France depuis très longtemps. Tu sais, la Troisième République, c'était déjà les réseaux francs-maçons et gauchistes. Tous ces gens-là, Bien sûr, Plenel et toute cette clique, ils se disent les héritiers de Blum, de de 36, ouais. Torres même, de 36. Et puis avant, évidemment, Jaurès. les hussards noirs de la République, les gens qui étaient racistes d'ailleurs, hein. Bien La sûr. Troisième République, c'est ultra raciste, mais c'est pas Bien grave, sûr. tu vois. Et puis Blum, il a laissé Hitler faire ce qu'il voulait, mais c'est pas grave aussi. Les mecs, NFP, tu vois, Nouveau Front Populaire, ils osent Ah, tout, quoi. C'est à ça qu'on les reconnaît. ils sont allés travailler en Allemagne volontairement en 1940-41, hein. Voilà, Marchais On les notamment à connaît. Messerschmitt. Mhm. Voilà. Mhm, c'est vrai. Donc, c'est les réseaux, si tu veux. Bon, il y a des réseaux francs-maçons hein, qui sont très puissants. Et puis la gauche en général, c'est le communisme quand même, le socialo-communisme. Mais on a oublié, mais pendant la Quatrième République, le socialisme était opposé au communisme. Et on était du côté de l'Occident. C'est là on a fait l'OTAN, tu vois. On était même du côté d'Israël. Donc ça allait loin. Et puis avec De Gaulle, on a basculé du côté tiers-monde, sud global, comme on l'appelle aujourd'hui. Et du coup, les réseaux de gauche ont complètement dominé la politique française, avec Mitterrand, qui était un peu le climax, et les communistes. Donc là, ils ont pu virer en fait tout le monde qui ne correspondait pas à l'idéologie gauchiste, communiste, socialo, trotskiste. Et donc, quand tu te retrouves avec tous tes copains au sommet du pouvoir et que tu as l'oligarchie, c'est quoi? C'est surtout la bureaucratie en fait. Et elle bouge pas en fonction des élections. Donc, c'est pour ça que ceux qui me disent non, mais il faut élire Marine Le Pen, en fait, ça ne changerait rien. Et de plus, le Rassemblement national, c'est complètement normalisé. Ils ont Mhm. intégré justement ces réseaux francs-maçons avec Gilbert Collard, hein, qui était le premier franc-maçon important à rejoindre officiellement le Rassemblement national. Puis, bon, l'énarchie en général est très puissante, hein, l'ENA, quoi, fondée par Maurice Thorez, justement. Et puis, les homosexuels, il y en a beaucoup. Chenu, qui vient de l'UMP avec Guélib. Donc, ça, c'est des réseaux très puissants. Puis, voilà, les francs-maçons si tu veux, ces gens-là tiennent la France aujourd'hui. Quand on nous dit c'est les sionistes ou c'est les musulmans ou c'est je sais pas quoi, non. Il n'y a pas un seul musulman ou même pro-israélien ultra au gouvernement depuis des décennies, quoi. Ça n'existe pas. En fait, c'est les gens de gauche. Macron se dit maoïste, tu vois, il se dit pas sioniste, ni pro-islam, ni je sais pas quoi, ni réganien. Non, il se dit maoïste. Donc Mao, c'est bien identifié hein, dans c'est un communiste. Donc voilà. Oui, lui aussi, il avait des mœurs étranges. Aussi. En tout cas, c'est fascinant. Et je rappelle à ceux qui peut-être qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, que ton métier fondamentalement, c'est pas d'être sur YouTube, sur Patreon, c'est d'être journaliste.
Oui, Et puis c'est journaliste bien, d'enquête, pas de commentaires. C'est-à-dire c'est qu'il y a ça. des journalistes, mais qui commentent. Non, moi j'enquête. En fait, je révèle des choses, ce qui fait que les gens sont surpris et me disent, mais c'est quoi cette histoire? Bah, allez voir dans mes enquêtes et vous trouverez. Oui, oui, tu es auteur de nombreux livres, beaucoup. Tu es très prolixe, mais ils sont excellents. J'en ai commenté plusieurs et souvent. Et notamment récemment, de voir que un pilier supplémentaire dans cette oligarchie gauchiste qui domine ton pays, la France, est cette cabale qui traite tous les opposants de complotistes. Et Hmm. notamment ce livre que tu as écrit l'année dernière, je crois, Ouais, est excellent, est vraiment excellent aussi. les Allez délires voir, des anticomplotistes. je mettrai le lien sous le descriptif de là où vous pouvez trouver les livres, mais aussi le Patreon et les vidéos que tu fais. C'est Euh, gentil. voilà. Alors, le Venezuela, gauchiste, communiste, socialiste, que se passe-t-il au Venezuela? Il vient d'avoir des élections. Je n'ai pas trop suivi, comme je disais peut-être avant que l'on commence. Je connais un peu le Venezuela du fait de son industrie pétrolière que j'ai étudiée il y a une quinzaine d'années, bon, qui reste plus ou moins la même. D'ailleurs, malheureusement pour eux, reste la même. Elle ne se modernise pas et c'est probablement une source de leur déclin économique de ces dernières années. Mais dis-moi un petit peu plus, que s'est-il passé au Venezuela ces derniers jours? Alors, oui, et puis pour comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours, il faut remonter un peu plus loin, mais c'est vrai qu'on dit qu'il y a eu des élections au Venezuela, donc le Venezuela serait une démocratie, hein, puisque c'est évident, le vote, c'est la démocratie. Non. Il y a plein d'élections dans plein de pays, je sais pas, l'Afrique par exemple, il y a plein d'élections, hein. C'est pas pour autant qu'on pense que les pays d'Afrique sont Oh, des en démocraties. France et aux États-Unis aussi, hein. En France, voilà, bon. Ah, aux États-Unis, hein, c'est un peu plus une démocratie déjà. Mais en France, voilà, on peut dire, bon, Je il y suis a des d'accord. votes. Bon. Alors, au Venezuela, donc il y a eu des votes, il y a eu des résultats, hein, 51 pour Maduro et 43 ou 44 pour son opposition. En fait, le résultat, c'est plutôt 70 pour l'opposition et 30 pour Maduro, mais depuis, si tu veux, qu'il a été élu en 2013, ils font un peu ce qu'ils veulent au Venezuela parce que c'est de chez eux d'où viennent les machines Dominion, tu sais, dont on a beaucoup parlé aux États-Unis justement en 2020. Donc c'est eux qui ont créé cette triche à échelle globale en 2013, et donc comme ça, Maduro a pu passer, mais disons que personne n'avait remis en question son élection à ce moment-là. C'est en 2019 qu'il a refait le même coup, et là, des gens ont dit non. Donc il y a 60 pays dans le monde qui ont dit non, Maduro est pas, encore à ce jour, hein, ils n'ont pas reconnu Maduro comme le dirigeant officiel du Venezuela. Et là, c'est reparti pour un tour, puisque alors là, c'est encore plus flagrant, à tel point que le peuple s'est soulevé. C'est pour ça qu'on voit plein d'émeutes partout et qu'on tire à balles réelles sur la foule, hein, de la part de Ouais. Maduro. Donc là, c'est très grave. Et le Venezuela, en fait, arrive voilà, une croisée des chemins, parce que soit il continue dans cette voie Maduro, donc socialo-communisme, qui vire au communisme dur, parce que c'est à chaque fois comme ça, on commence par le socialisme, parce que oui, on est pour vous, puis c'est soft, tu sais, on te tue, mais doucement. Mais là, on en arrive toujours au communisme où on te met dans un goulag si t'es pas d'accord, en fait. Et les Vénézuéliens, déjà, ils étaient 8 millions à pas avoir voulu de ce régime et qui sont partis depuis 2019. Parce qu'en plus, là-bas, ils sont élus pour 6 ans. Donc, c'est 6 ans, t'imagines? C'est quand même assez long. Et donc, 8 millions de Vénézuéliens, donc c'est un quart de la population qui s'était barré parce qu'ils supportaient plus le communisme. C'est très bizarre, c'est jamais arrivé dans l'histoire, hein. On n'a jamais vu ça. Bref. Et là, il y en a même un certain nombre qui étaient revenus exprès pour voter, mais on leur a nié leur vote. Et ce qui se passe aujourd'hui dans les rues, c'est que beaucoup de résultats des bureaux de vote sont affichés pour montrer les résultats. Ils sont tous en défaveur de Maduro. Donc, mais alors, Maduro donc, ne veut pas lâcher le pays, évidemment, parce que il a ruiné quand même un pays qui est, comme tu disais, je crois que c'est la première ressource pétrolière identifiée au monde, le Venezuela. Donc c'est quand même hallucinant. Le Venezuela a deux avantages. Effectivement, ce sont des réserves de pétrole gigantesques, mais surtout, elles sont extrêmement faciles à obtenir et elles ont la particularité, ça c'est des détails techniques, mais qui ont leur importance. C'est un pétrole très léger qui se combine parfaitement bien depuis un siècle et demi avec le pétrole un peu plus lourd que l'on trouve aux États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis produisent en fait du diesel, avec disons que leurs raffineries, les raffineries américaines sont spécialisées pour produire du diesel. Si on veut faire autre chose, il faut ajouter à la matière principale, qui est le pétrole qui est extrait du Texas, de Californie, aux États-Unis en général, il faut ajouter du pétrole un peu plus léger pour pouvoir en faire de l'essence, du fuel pour l'aviation et autre chose. Et donc,
cette essence plus légère est celle que produit massivement le Venezuela. Et donc, encore aujourd'hui, le Venezuela exporte énormément de pétrole aux États-Unis. Il le combine avec le sien et dans ses raffineries qui sont. Et ce que je peux ajouter, alors ce que tu dis est très juste aussi, c'est que le Venezuela, depuis longtemps, avait l'opportunité, on sait toujours que extraire du pétrole, c'est bien, ça rapporte du pognon, mais le transformer, c'est là où il y a de la valeur ajoutée. Et les raffineries vénézuéliennes n'ont pas été modernisées, ne peuvent pas transformer beaucoup de pétrole. Et donc, elles sont obligées de l'exporter brut, ce qui a beaucoup moins de valeur. Hmm. Et c'est pour ça que le diesel coûte moins que l'essence. Enfin, sans rentrer dans Si, trop oui, dans, oui, dans le détail, mais normalement. et donc voilà. En plus, les États-Unis, ils développent le fracking, donc ça coûte plus cher. Ouais, Et donc, et c'est pour ça qu'ils avaient acheté même du pétrole au Venezuela. On dit souvent l'embargo, mais Biden avait acheté du pétrole au ouais, Venezuela bien sûr. il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est tout Donc, prêt. bref, donc, on arrive à des résultats qui ne sont reconnus que par une partie du globe. Et alors là, ça sera vraiment une grosse surprise. C'est Iran, Chine, Russie, Corée du Nord, notamment. Tandis que les autres, alors soit tu as des condamnations très claires Mhm. de la part des États-Unis ou de l'Argentine. Là, je peux lire le tweet que Milei a publié hier. Enfin, une partie, parce que c'était un long tweet. Au Venezuela, une dictature communiste enlève, torture et assassine tous ceux qui s'opposent à elle. Aucune personne intellectuellement honnête ne peut nier cette réalité. N'êtes-vous pas frappé par le fait que tous les politiciens, journalistes, hommes d'affaires et syndicalistes, qui nous ont qualifiés de fascistes, se taisent sur la dictature vénézuélienne? Certaines soutiennent même le dictateur Maduro. Ils disent sans rougir qu'il a gagné les élections légitimement, que le Venezuela est une démocratie, tout cela en prétendant que notre mouvement est fasciste. Le communisme est une idéologie meurtrière et anti-humaine qui aboutit toujours à une dictature sanglante et meurtrière, comme le fascisme. Vous n'entendrez jamais les journalistes progressistes et bien-pensants dire que le communisme est une idéologie meurtrière. Il est temps pour eux de faire un choix et de sortir de la neutralité. Donc voilà, T'as tweet raison. très clair de Milei. Par contre, Macron, lui, c'était pas aussi clair. Voilà ce qu'il a dit. Donc, dans un tweet qui vient de publier il y a 2 heures, un peu plus de 2 heures quand on enregistre là, je cite, nous soutenons avec le président Lula l'aspiration du peuple vénézuélien à une élection transparente. Cette exigence est au cœur de toute démocratie. Point final. C'est-à-dire que Macron fait le strict minimum et il s'appuie en plus sur un président communiste, hein, Lula, pour faire passer son message, parce qu'en effet, Lula n'a pas reconnu la victoire de Maduro, pas plus que d'ailleurs Boric, qui est le président chilien, qui est aussi d'extrême gauche. Alors c'est très bizarre parce que tu as des gens quand même qui sont censés être du côté de Maduro qui là ne reconnaissent même pas son élection. Donc ça veut dire que c'est vraiment, Ouais. vraiment Non, pas et en légitime. plus, on voit là le jeu politique, enfin, ce que valent les politiciens, c'est qu'ils n'ont aucun principe. S'il avait un principe, le communiste Lula devrait soutenir son copain communiste Maduro, mais il y a des bisbilles territoriales entre la Venezuela et le Brésil, donc voilà. Et c'est assez marrant de voir que ces gens n'ont aucune colonne vertébrale et c'est vraiment des girouettes. Mais alors, pour revenir au Venezuela, tu parlais effectivement de la population qui est énervée et j'ai vu pas mal d'informations, tant de gauche comme de droite, qui semblent confirmer cela et qu'à la source, il y a des problèmes très très lourds économiques. Ces dernières années, malheureusement, semblerait-il, c'est connu que dans le pays voisin, la Colombie, qui va assez bien, les femmes vénézuéliennes qui sont réputées pour leur beauté, malheureusement, doivent aller là-bas se prostituer pour faire vivre leur famille et c'est toujours un drame. Euh, cette pauvreté dans un pays qui est riche, et je me souviens à l'époque de Chavez, lorsqu'il a fait son coup d'État, c'était pour donner la richesse au peuple, et ça a peut-être duré quelques années, mais on est retombé très vite dans cette manie du communisme de tout prendre pour l'oligarchie qui est au pouvoir, et finalement d'appauvrir par bêtise, par incompétence, mais aussi par cette rapacité, appauvrir la population qui, au bout d'un moment, n'en peut plus. Hmm. Bah, alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, et puis d'après les résistants vénézuéliens, là, je vais en citer un par exemple qui s'appelle Rodrigo Figueiredo et qui était interviewé il y a une semaine chez Arnaud Dauphin. Je recommande son interview si vous pouvez voir sur sa chaîne. En fait, ça a commencé déjà sous Chavez. Oui, Le bolivar, qui est la monnaie là-bas, en 1980, il faut l'équivalent d'un million de bolivars aujourd'hui pour avoir un bolivar de 1980, quoi. Donc, et ça serait le même niveau que le Zimbabwe, si tu veux. oui, Donc, oui, je vois voilà, le genre. je parlais de l'Afrique tout à l'heure. Donc, il y a des tickets de rationnement
avec chantage à la nourriture. C'est-à-dire, si tu as la carte du parti, bah, tu reçois de la nourriture et sinon, tu reçois rien. En fait, le Venezuela, c'est un narco-État. C'est-à-dire que c'est devenu une plateforme mondiale de la drogue vers l'Occident, notamment vers les États-Unis. Alors évidemment, après, c'est une guerre géopolitique. C'est-à-dire que c'est un des bastions de la Russie et de la Chine, le Venezuela, aujourd'hui en Amérique latine. Et donc, ils se servent du Venezuela pour leur propre intérêt. Par exemple, mais au détriment des Vénézuéliens. C'est-à-dire que la Chine, par exemple, impose des taux d'intérêt à 10%. Et la Russie vend des armes et des avions au Venezuela, tout en profitant aussi du Venezuela. Alors là, ils aident sur place, on a vu des milices Wagner en, au Venezuela pour protéger Maduro et son régime, ainsi que des gens de Cuba. Donc là, c'est vraiment l'international communiste Oui. qui se mobilise pour. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est étonnant que Lula n'ait pas soutenu plus que ça, parce que lui, il en fait clairement partie de l'international communiste, il est communiste et tout ça. Donc là, j'ai pas compris, tout comme Boric. Et alors, Maduro a même accusé les ministres de Pinochet. C'est-à-dire Boric, tu sais, c'est le Chili, donc ça serait encore Pinochet d'après lui. Comme Boric n'a pas soutenu Maduro, il l'accuse d'être le descendant de Pinochet et donc de vouloir renverser son régime. Enfin, c'est du délire, quoi. C'est la paranoïa classique chez les dictateurs qui perdent le pouvoir, quoi. Donc, Ouais. on en est là. Alors, il y a quand même un rôle des Russes là qui est très important parce qu'ils veulent garder leur plateforme vis-à-vis des États-Unis et le Venezuela, c'est leur principale aide. Alors, j'avais noté un article donc avant toute cette histoire, donc c'était le 5 juillet dans la presse américaine qui disait après avoir quitté Cuba à la suite d'exercices militaires dans les Caraïbes en juin, les navires de guerre russes ne sont pas tous rentrés chez eux. Certains sont maintenant arrivés à leur prochaine étape, le Venezuela, le long de la côte nord de l'Amérique du Sud. Le Kremlin aime ses copains autoritaires et ce groupe se rendra donc également au Venezuela pour voir les forces de Nicolas Maduro. Alors ça, c'était une déclaration du L'Eurasia Center de l'Atlantic Council, donc ça c'est très orienté hein, évidemment pro-américain. Mais il y a une autre déclaration, donc les navires de guerre russes peuvent créer pas mal d'ennuis. Gardez à l'esprit qu'ils seront dans la région aussi longtemps que dureront les élections controversées du 28 juillet au Venezuela et qu'ils pourraient donc jouer un rôle pour aider le régime de Maduro à s'accrocher au pouvoir dans le pays. Donc ça, c'est une déclaration de Ryan Berg, directeur du programme des Amériques au Centre d'études stratégiques internationales. Donc ça s'est confirmé. Et en effet, Poutine là-bas joue une carte importante parce que s'il il perd le Venezuela, il perd une grande ressource pétrolière et d'influence Tout à fait. pour déstabiliser les États-Unis. Donc c'est le grand jeu qui est en cours en ce moment. Et donc si le Venezuela bascule, donc moi je préférerais évidemment qu'il bascule du côté des États-Unis parce que là, il n'y a pas d'entre-deux, hein. Tous ceux qui disent il faut un Venezuela libre, tout ça, non, ça n'existe pas. Ils sont trop faibles pour être libres. Donc, sont soit du côté américain, soit du côté russo-chinois. Or, du côté russo-chinois, c'est quand même côté dictatorial, tu vois. Alors, il y a le contre-exemple de Bukele, qui arrive à faire un truc assez autoritaire, mais sain pour le peuple, quand même. Parce qu'il a mis Bukele, tous ses camps. c'est... Bukele, c'est le président du Salvador. Et D'accord. le pays était quand même ravagé par les gangs, et avec une politique Ah oui, oui, proche de celle d'accord. du... Non, je Tu te vois. rappelles? Voilà. Oui, oui, Et oui. c'est un Je vois qui héros c'est. aujourd'hui pour son Il est peuple parce jeune en qu'il a plus. mis, il est très jeune, C'est il a misé sur les cryptos, enfin, il a fait tout un tas de choses. ouais, ouais. Mais alors au Venezuela, il y a beaucoup de cryptos aussi, et ça, c'est pour échapper au Ouais, contrôle et pour financer plein de choses. Donc il y a beaucoup de liens avec l'Iran aussi, puisqu'il y a des chaînes de montage des drones Shahed, tu sais, oui, pour détruire l'Ukraine, qu'ils envoient en Russie, mais pour contourner les sanctions, ils les font faire au Venezuela. Donc il y a beaucoup d'enjeux comme ça. Pour moi, c'est une guerre mondiale. Tu sais, je t'en parlais déjà il y a ouais, 4 ans c'est et une guerre demi. mondiale. Et on est là-dedans. Et maintenant, il faut voir tout à cette aune-là. Donc, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas même ce qui se passe en Angleterre, là, en ce moment, avec les émeutes. Parce que les Russes ont poussé une propagande comme quoi c'était des musulmans qui étaient derrière. Du coup, Tommy Robinson et Andrew Tate ont relayé cette fausse information qui pousse maintenant les Anglais à en vouloir aux musulmans. Donc il y a tout un tas de choses qui se passent et il faut bien. Et comme la boxeuse algérienne d'ailleurs dans les JO, hein, on parlera peut-être des JO après, ou on devait Oui, en parler avant ah oui, d'ailleurs. c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, j'ai fait une vidéo sur cette boxeuse algérienne, tu sais, dont tu as peut-être entendu parler là, Oui, Iman Khelif, oui. qu'on accuse d'être un homme. Elle a pas, c'est pas une Ouais, trans du tout. il semble que ce soit vraiment une femme, d'ailleurs. Voilà. Non, Elle me c'est une semble que c'est femme. une femme. Ils l'ont un peu humiliée parce qu'ils sont allés demander à son père son certificat de naissance et tout Non, ça. mais Bon, toi, tu connais bien l'Algérie, enfin, tu connais l'Algérie et la culture algérienne. Enfin, Hum, aucune, aucune instance officielle algérienne ne va amener un transsexuel dans non, une c'est impossible, équipe, c'est pas impossible. possible. Donc, a Ouais, priori, on peut leur faire confiance. Ils sont allés. bah, c'est ça. Mais C'est une fille voilà. avec ses capacités, peut-être plus fortes que la plupart. Enfin, elle n'a pas toujours tout gagné, hein, donc, Non, justement, ça me voilà. paraît pas Mais un homme du tout, sur le coup. c'est Pour pas le du tout un coup, homme. les Algériens ont raison, hein.
Voilà, mais les Algériens ont raison, ils défendent leurs athlètes et c'est normal. Maintenant, ce qu'il faut voir, et ce que peu ont vu, c'est que la fédération de boxe internationale qui a, tu sais, annulé, et oui, qui a annulé son combat, en fait, c'était après qu'elle ait vaincu une Russe. Et en fait, le gars qui dirige la fédération de boxe, c'est un Russe Ah, financé par Gazprom. Et donc, eux, ils disent c'est un homme, mais ils n'en apportent aucune preuve. Et derrière, ils poussent la désinformation sur les réseaux sociaux pour faire croire que c'est parce que c'est une trans qu'elle tape une Italienne. Italienne d'ailleurs qui a fait croire que elle s'était fait taper dessus, donc c'était pas bien. Bah, c'est la boxe, c'est le c'est la boxe, principe. oui. Non, mais pour le coup, tu vois, en tant que d'origine italienne, là, je soutiens l'athlète algérienne sur ce coup-là. Mais on s'en fout de ce qu'on fait. Mais c'est une remarque fort appropriée sur les influences, malheureusement, qui Voilà. faussent tout de plus Il en y en a plus dans les deux partout. sens, quoi. Faut pas tomber dans les pièges, mais Je ce suis qui se d'accord. passe au Venezuela, c'est qu'il y a les Russes sur place pour aider un régime qui vire au totalitarisme. Oui. Et ça, c'est vraiment condamnable. Pendant que en France, ils essayent de déstabiliser aussi les JO. Mais alors, cela dit, on leur donne beaucoup. Alors là, on peut enchaîner sur les JO parce qu'effectivement, on leur donne beaucoup d'armes nous-mêmes. Je veux dire, la cérémonie d'ouverture, c'était de l'or en barre pour les Russes hein, et pour les Chinois Ah, d'ailleurs, c'est clair, c'est clair. qui ont fait Quel est tourner ton en boucle. commentaire? Quel est alors, tu es chrétien, tu es chrétien convaincu et tu as bien raison. Mais est-ce que toi, tu as été choqué par certaines des images que tu as vues? Alors, oui, enfin, évidemment, hein, mais ça pas en tant que chrétien même, c'est en tant qu'être humain normalement constitué, si tu veux. Quand tu vois une femme à barbe qui fait des danses, je sais pas quoi, quand tu vois un trouble qui s'embrasse, quand tu vois cette scène-là débile avec Jésus, soi-disant. Leur but, c'est de blasphémer, c'est de heurter. Donc, je pense qu'il ne faut pas tomber dans leur piège. Mhm. Et je pense que beaucoup de mes amis catholiques sont tombés dans ce piège-là, d'être choqués par des gens dont le but, c'est de nous choquer. Donc, non, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Et j'ai une lecture un peu différente parce que nous, protestants, par exemple, on considère même le tableau de Léonard de Vinci, tu sais, sur la scène, comme étant blasphématoire, puisqu'on ne doit pas représenter dans le protestantisme réformé Jésus. Et en plus, il est représenté avec les cheveux longs et blonds, c'est dans la Bible, c'est interdit d'avoir les cheveux longs quand on est un homme. Donc, représenter le Fils de Dieu avec les cheveux longs, bon, ça, c'est très blasphématoire, en fait. Et donc, voilà, moi, je tombe pas dans tous ces pièges-là, mais par contre, c'est fait aussi pour aider les Russes et les Chinois en disant, regardez, en France, c'est vraiment la décadence, hein, et ça n'a pas Ça, loupé. c'est clair. C'est clair. Voilà. Donc, ils ont fait passer en boucle. Parce que tu as eu deux réactions à l'étranger. Tu as eu les pays musulmans qui ont souvent censuré des parties de cette cérémonie en disant, nous, on ne va pas infliger ça à nos populations. Donc, c'est une manière de réagir. Et puis, tu as les Russo-Chinois, ils ont fait le contraire. Ils ont passé en boucle les images en disant, Oui, oui, regardez, chez eux, c'est vraiment n'importe quoi. c'est clair. Alors que chez nous, on est bien, etc. Donc ça, c'est du classique. Et on voit comment nos élites nous détruisent tout en servant l'ennemi en même temps. Ça, c'est du classique. C'est comme avec TikTok. Mhm. C'est comme, voilà, on laisse chez nous ce qui est interdit en Chine. TikTok est interdit en Chine, hein, on le répétera jamais suffisamment. Donc là, il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Et normalement, on aurait dû interdire TikTok depuis très, très longtemps. Je veux dire, c'est Mhm. tellement, ça sert les pédophiles. Tiens, comme par hasard, ah bah, on y revient, tu vois, finalement. Ça, c'est des commissaires de police qui l'ont dit, hein, parce qu'on pousse les jeunes femmes, très jeunes femmes, voire à se dévêtir de plus en plus, et Mhm. même, j'imagine, les jeunes hommes. Et ça, ça pousse les pédophiles, évidemment, à aller sur TikTok. Donc, voilà. L'avenir du Venezuela, parce que l'économie, c'est tout, semble assez mal barré, assez compromis, et surtout, comme tu le fais très bien, tu le remarques très justement, tu nous le rappelles, c'est que chaque fois qu'un régime communiste s'entête et continue, c'est rare qu'un régime communiste lâche la grappe, ça arrive, mais c'est rare. Ça finit en camp, ça finit en bon, voilà, attaque très lourde, voire des centaines de milliers, voire des millions de morts, d'abord sur les opposants politiques, puis ensuite, bref, la matrice de cette gauche révolutionnaire qui a démarré en 1789-93 en France, qui s'est ensuite développée Russie, Chine, mais aussi Allemagne nazie, Italie fasciste, hein, faut pas déconner, hein, c'est des trucs de gauche quand même. Aujourd'hui au Venezuela, ça va les amener dans quoi? Est-ce que tu penses que les États-Unis vont intervenir, que ce sera plutôt les pays voisins, Brésil, Colombie? Comment tu vois évoluer la chose? C'est difficile de le dire aujourd'hui, je sais, mais si tu étais un peu sur une boule de cristal, qu'est-ce que tu verrais? Alors, mes prévisions de Madame Soleil. Non, effectivement, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est intéressant. Est-ce qu'il va y avoir une intervention extérieure?
J'y crois pas, parce que déjà les États-Unis sont en pleine campagne présidentielle, et puis c'est le vieux sénile Biden qui est là, donc lui, qu'est-ce qu'il fera? Je veux dire, il fait plus rien. Par contre, les Vénézuéliens eux-mêmes, je pense, peuvent s'en sortir. C'est-à-dire que là, on les a tellement massacrés. Non, toi, tu crois pas? Non, mais je veux dire, on a peut-être Trump ou peut-être Kamala Harris Ah dans ce oui, mois, en fait. mais ça sera peut-être trop tard, parce que là, c'est Ah, maintenant que ça se joue. C'est d'accord, maintenant oui. que ça se joue. C'est-à-dire Ouais. que, ils sont à la croisée des chemins. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les deux modèles. Il y a Milei, très clairement, Mhm. qui est très vocal en plus, hein, il ne se cache pas. Et pour l'Amérique latine. Donc là, on ne peut pas dire non, mais c'est l'Europe, c'est pas pareil. Non, là, c'est l'Argentine qui, justement, avait les mêmes problèmes du fait de la même politique et qui la renverse. Et on voit bien, là, les résultats de Milei après 6 mois, il est toujours très populaire. Il a considérablement baissé l'inflation, qui était le principal problème. Et il est en train de relever l'Argentine, évidemment, je devrais dire, parce qu'il a viré des dizaines de milliers de Ouais, fonctionnaires afuera, la afuera. c'est Donc vrai. voilà, les Vénézuéliens le savent très bien, mais est-ce qu'ils peuvent le faire? Parce que dès qu'ils font quelque chose, ils se font tirer dessus. C'est ça le problème, y compris par des Cubains, y compris par des Russes, y compris par des mecs du Hezbollah. Tu as des mecs du Hezbollah qui sont au Venezuela pour garantir le régime, du fait des liens dont je parlais tout à l'heure avec l'Iran. Donc c'est quand même très compliqué. Et alors là, effectivement, il faudrait une intervention extérieure, mais qui? Qui? Voilà, c'est toujours la même question. Alors, les États-Unis, bah non. La France n'y compte même pas. Alors, l'Argentine, ils n'ont pas les moyens. Non. Ils n'ont pas les moyens. Donc, qui est-ce qui reste? Bah, on voit personne. Et c'est ça le problème, en fait. C'est qu'à chaque fois, on a besoin. Tu vois, j'en parlais avec un Algérien avec lequel j'ai débattu sur ma chaîne récemment. Pendant la guerre civile en Algérie, ma femme qui était en Algérie demandait l'aide de la France ou de l'OTAN ou je sais pas qui. Bah, ils ne sont pas venus. C'est ça le problème. Et c'est là, il faudrait que l'OTAN intervienne, par exemple. Là, s'il y avait un truc, mais c'est pas leur domaine, tu vois, ils sont plutôt une arme défensive pour l'Europe. Ouais. Mais c'est ce qu'il faudrait. Intéressant. En tout cas, ben, on espère pour le peuple vénézuélien qu'il s'en sorte parce que c'est toujours triste quand un peuple se fait avoir parfois aussi par ses propres. La gauche ment et les gens y croient. Et c'est ça souvent le défaut des peuples, c'est qu'ils croient au mirage que présentent les promesses de lendemain qui chantent, de trucs gratos. Ça arrive aux Vénézuéliens, ça arrive aux Européens aussi depuis longtemps. Hum. Jean-Robin, merci beaucoup. On rappelle, je souhaite rappeler tous tes livres, je mettrai le lien sous le descriptif. Donc, L'affaire Matzneff, c'est ton livre le plus récent, et La euh, véritable affaire Matzneff, La voilà. véritable Tyrell et les coulisses de Mediapart. La, Le la titre, face c'est cachée de La Mediapart. face En fait, cachée. Ouais, parce que c'était la face cachée du monde, tu sais, en C'est ça. 2003, qui avait Ah oui. dégommé Plenel. Mais là, malheureusement, moi, c'est bizarre, c'est un livre de droite, donc il n'a pas droit aux mêmes Mhm. éloges dans la presse que celui de Pierre Péan et Philippe Cohen, qui était un livre de gauche, chevènementiste. Donc là, Mhm. évidemment, ça avait même dégommé Plenel et ses copains. Et j'en parle d'ailleurs au début du livre. Et je rappelle que tu as beaucoup de contenu exclusif sur Patreon, qui est de grande qualité. Je le conseille. Donc, si vous souhaitez vous abonner, je mettrai également le lien dans le descriptif ci-dessous. Et ben, c'est très gentil, merci beaucoup, Pierrot. C'est du travail, en tout cas, indépendant, voilà, de journalistes indépendants comme il n'y en a plus beaucoup. Et moi, Et c'est je important. gagne mieux ma vie que ne le fait Libération, tu vois, par exemple, parce que là, ils viennent d'avoir encore 10 ou 20 millions d'euros en plus. C'est des C'est gens, ils sont même scandaleux pas capables et de. Voilà. c'est l'impôt que les gens sont obligés de donner pour ce genre de clown néfaste et malfaisant. C'est ça. C'est la concurrence déloyale, en fait, hein. On n'est En pas du plus. tout dans un système En capitaliste, là. plus. Exactement. À très bientôt et préparez-vous. Merci Jean. Salut, Pierrot.